Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue à Château-Vallon pour cette table ronde donc intitulée Entrée dans nos prisons, qui s'inscrit dans le thème justice et TULA qui a été entamé fin mars aux Libertés. On va donc plonger ce soir dans l'univers carcéral pour essayer de savoir, de comprendre ce qui se passe dans nos prisons françaises. Violence, surpopulation, insalubrité, comment se reconstruire, envisager l'avenir pour les personnes qui sortent de prison. L'administration pénitentiaire doit prévenir aussi la récidive, contribuer à l'insertion et la réinsertion des personnes. Alors, d'après le ministère du Travail, en 2021, environ 29% des détenus avaient exercé une activité professionnelle en détention. Environ 7% seulement ont bénéficié d'une formation professionnelle. Comment aller plus loin? C'est ce qu'on va essayer de voir. Y a-t-il d'autres moyens pour aider ces personnes? Peut-être pour transformer aussi les prisons. Il y a des initiatives culturelles qui sont menées depuis déjà pas mal d'années et on va en parler avec nos invités, avec Valérie Dassonville, la directrice artistique du festival Vis-à-vis, avec Valérie Muller, la réalisatrice du film Danser sa peine, sorti en 2019, un film qui sera d'ailleurs projeté à l'issue de cette table ronde, avec Mouloud Mansouri, de l'association Foudjo, c'est un ancien détenu, producteur de musique et fondateur donc de cette association qui organise notamment des concerts dans les prisons, et avec Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Et Dominique Simoneau, on va débuter avec vous pour savoir justement, votre rôle c'est donc d'aller dans les prisons, de voir ce qui s'y passe, et on en est où dans les prisons françaises aujourd'hui? Comment ça se passe? Quel est l'état des prisons françaises? Bonsoir. Bon, d'abord, on ne va pas que dans les prisons, mais puisqu'on parle des prisons, parlons-en. Je dirais que c'est pas un compliment pour le garde des Sceaux actuel ni pour moi, parce que depuis qu'on est là, il n'y a jamais eu autant de détenus en France. Jamais, jamais, jamais. On est à 73 080, je ne sais jamais comment on dit, détenus. La surpopulation, elle concerne les maisons d'arrêt, c'est-à-dire là où se purgent les courtes peines et là où sont enfermés les détenus provisoires, c'est-à-dire présumés innocents. Il y a 2151 matelas au sol. À mon avis, pendant que je vous parle, il y en a plus encore. Et nous, à travers le contrôle général, on visite régulièrement toutes les prisons au rythme qu'on peut. On est 5 équipes partent tous les mois, 15 jours, visiter des lieux de privation de liberté. Et moi, à chaque fois que je vais dans une maison d'arrêt, je me dis, tiens, là, j'ai touché le fond, je trouverai jamais plus ignoble. Eh ben non, c'est faux. Je retourne dans un endroit et c'est pire encore. C'est dommage que je puisse pas vous projeter les photos de ma dernière visite où les détenus m'ont montré leurs bras rongés par les punaises de lit, leurs horribles cellules où ils sont à 3 dans un minuscule espace où ils passent 21 heures sur 24, disons, quand on est généreux, quand ils ont eu la promenade, la douche, bon. Ils m'ont dit, asseyez-vous, madame, très gentiment, puis vous asseyez pas. Un bon conseil, vous asseyez pas. Les surveillants m'ont dit, vos vêtements, quand vous rentrez chez vous, vous déshabillez sur le pas de la porte, tout dans des sacs poubelles et tout au congélo pendant 72 heures, parce que c'est le seul moyen de se débarrasser des punaises de lit. Il y a des cafards partout. Les gens dans ces cellules, ils n'ont pas de quoi bouger, ils n'ont pas de quoi se mouvoir. Et j'aimerais comprendre, dans ces conditions, à quoi sert la prison? À quoi ça sert? Parce que si c'est... Alors, je comprends qu'il faut punir ceux qui ont commis des infractions, ok. Mais si c'est pour faire passer à des détenus, à des gens, à des êtres humains, à des hommes, et surtout des hommes, et très peu de femmes, on en parlera peut-être après, parce que nous, les femmes, on est très peu en prison, mais on est un peu les oubliés de la détention. C'est la récompense qu'on ramasse à être si peu. Il y a des prisons où il y a plus de 200% de taux d'occupation. 250. Je sors d'une prison, c'était 250. Perpignan. C'est quand même... on ne peut pas imaginer ce que c'est. Tout est contraint. Les surveillants, ils nous disent moi, détenu, je refuserais de rentrer dans cette cellule. Et pourtant, si le détenu refuse de rentrer dans la cellule, il se prend un compte-rendu d'incident et après, il va être puni et privé de certaines choses. Les détenus, ils nous disent
bah, les surveillants, ils pètent les plombs, il y a des violences, mais c'est normal, on est trop. Ils deviennent dingues, eux aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez qu'on sort dans quel état de ça? Vous avez lu un chiffre très parlant. 28% des détenus qui ont eu du travail en 2022, qui ont eu accès au travail. En Allemagne, c'est 70%. Et les 30% restants, c'est ceux qui ne peuvent pas travailler ou ceux qui ne veulent pas travailler. Donc il y a quand même, vous voyez qu'il y a un problème. Les matelas au sol. La prison d'où je sors, il y a 2 lits superposés, un matelas au sol. Celui qui est en haut, il n'y a pas d'échelle. Donc il se laisse glisser, bah, il tombe sur celui qui est par terre. Celui qui est par terre, il se bouche les narines, il se bouche les oreilles avec du papier toilette pour pas que les cafards rentrent dedans. Mais je voudrais que chacun de nous ait bien conscience que dans ces conditions, alors non seulement c'est indigne, non seulement ça transgresse, ça bafoue toutes les lois. La loi, par exemple, qui veut, notre code de procédure pénale le prévoit, article 707, la prison doit certes punir, mais doit permettre aux détenus de se réinsérer et de mener une vie exempte d'infraction une fois qu'il est sorti, parce qu'il y a l'accompagnement à la sortie. Mais dans ces conditions, il y a pas. Moi, j'ai vu d'abord des coursives vides de surveillants. Parce qu'on est passé de 1 surveillant pour 50 détenus à 1 pour 100 détenus, voire comme parfois à 150 détenus. Donc dans ces conditions, pour emmener les gens à la promenade, pour emmener les gars à la douche, pour les emmener au parloir, pour les emmener aux soins, bah voilà, je vois aussi des installations électriques qui feraient peur à n'importe qui d'entre nous. C'est-à-dire une grosse prise dans le mur, d'où pendent, je sais pas, 3 multiprises avec 10 fils. À Bois d'Arcy, il y a pas de, l'électricité n'est pas assez puissante pour que vous puissiez vous faire chauffer votre café. Donc les détenus, ils prennent des tubes d'harissa ou de concentré de tomate vide, ils les entourent avec du tissu, ils mettent de l'huile dessus, ils mettent le feu, après ils mettent 4 canettes et puis leur casserole au-dessus. 3 quarts d'heure pour faire chauffer de l'eau. Vous rentrez dans la cellule, vous avez les cheveux qui sentent l'huile, mais c'est pas tellement ça. C'est que vous avez une trouille fétide à l'idée que ça prenne feu. N'importe quel truc qui se renverse, c'est fini. Il y a un médecin avec qui j'aime beaucoup travailler, qui est la responsable des médecins travaillant en prison, l'association des professionnels de santé en prison. Bon, je lui ai fait analyser qu'est-ce que ça voulait dire juridiquement, ces choses-là. Elle me dit, il y a des pertes de chance pour les détenus d'être soignés. J'ai vu une directrice de prison, elle m'a dit qu'elle avait dû choisir, elle avait un petit quartier femme, entre la grossesse difficile d'une dame et le cancer des testicules d'un monsieur. Le garçon, il est mort du cancer des testicules. Je ne vous dis pas qu'il est mort, qu'il ne serait pas mort de toute façon, mais qui peut le dire? Parce qu'il n'a pas pu être extrait de la prison parce qu'il n'y avait pas le personnel pour l'extraire et l'amener aux consultations régulières, aux consultations spécialisées. Combien, vous devez le savoir, combien il y a de détenus qui s'arrachent leurs dents eux-mêmes, ils m'écrivent. Et j'ai percé mon abcès tout seul. Je pense que faut quand même sérieusement se poser des questions. Moi, je ne compte plus sur le gouvernement parce que malheureusement, il n'y a pas que moi, mais d'autres se heurtent à ce que j'ai appelé une inertie coupable, parce que on ne laisse pas des êtres humains végéter dans des états pareils en détournant les yeux. On prend les choses en main, comme dans d'autres pays européens, tels l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande, sans même parler des pays nordiques. Tandis que là, on est en train de se calquer sur les États-Unis, qui ne sont pas une réussite. Et quand on parle de régulation carcérale, c'est-à-dire pas plus de détenus qu'il n'y a de place, et si quelqu'un entre, eh bien un autre sort le plus proche de la sortie, sous contrôle du juge d'application des peines. Bon, eh bien, on s'attire une réponse qui niette, jamais, non.
Il y a pourtant un plan prison qui a été lancé par Emmanuel Macron pour créer de nouvelles places, pour engager également de nouveaux surveillants. Ça ne sera pas suffisant, ça ne fonctionne pas, c'est pas assez, c'est... Ben nous, on combat le contrôle général. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Hein. Et François Molins, icône de la magistrature, qui va quitter ses fonctions de procureur général à la Cour de cassation là bientôt, je crois le 30 juin. Il a donné une interview dans laquelle il dit qu'il est très déçu parce que y a eu des états généraux de la justice. J'ai été entendu 3 fois, on a été plein à être entendu. Et tous ceux qui pensent comme nous, comme le contrôle général, on a tous proposé une régulation carcérale. Mais quand le plan a été présenté, il a été dit qu'il reprenait l'ensemble des conclusions des états généraux de la justice. C'est faux, parce que sur la pénitentiaire, il y a zéro. Il y a zéro. Et il y a que donc François Molins, il fait part de sa déception parce qu'il dit que plus on construit des prisons, plus on les remplit, que c'est prouvé, que c'est historique et c'est vrai. Et il dit que ils disent que tout ce que je viens de vous dire, hein, certainement plus fleuri. Mais si vous voulez, moi je compte maintenant sur le droit. Les avocats ont maintenant le droit de visite dans les prisons. Ils y vont. Je pense qu'ils vont voir des choses et qu'ils plaideront. Avec la fougue qu'on a connue à l'actuel garde des Sceaux, parce que moi je l'ai entendu plaider les conditions indignes de la prison, et bon voilà. Voilà quoi. Ben voilà, il n'y a jamais eu autant de détenus, voilà. Et il refuse absolument la régulation carcérale. Il l'a encore dit au sénateur socialiste qui l'interrogeait sur le sujet il y a 2 jours. C'est non. Pour des raisons très politiques, hein. C'est ne pas assumer le fait, ne pas tenir un discours clair aux citoyens en leur disant, écoutez, tel qu'on est parti, ça va pas du tout, parce que les gens sortent en plus mauvais état qu'ils sont entrés, on bafoue la loi, on bafoue les normes européennes, on est condamné sans cesse par la Cour européenne des droits de l'homme. Justement, la France a été condamnée il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça a changé quelque chose? Elle a été condamnée pour conditions de détention indignes. Alors, il y a une nouvelle loi qui a été créée. Est-ce que ça a changé quelque chose, cette nouvelle loi? Alors, cette nouvelle loi, c'est un peu technique, c'est un recours, parce que le Conseil constitutionnel a obligé le gouvernement, ou plutôt même c'est les sénateurs qui s'en sont emparés, de créer un recours contre les conditions indignes dans lesquelles vivent les hommes et les femmes qui s'entassent dans nos prisons. Malheureusement, la mesure phare de ce recours, c'est le transfert. T'es pas content de ta cellule, et ben tu vas aller voir dans une autre cellule, dans une autre prison. Et quand j'étais à Bordeaux-Gradignan, tous les gamins, les gamins pour moi c'est des gamins, mais tous les gars, et la surveillante m'avait prêté sa guitoune pour qu'ils puissent venir bavarder avec moi, les gars. Et il tapait, il disait « Madame, le recours, faut nous expliquer le recours. » Alors je leur expliquais, mais dès que j'arrivais au transfert, ils disaient « Ah non !» Parce que c'est loin des leurs, loin de leurs proches, loin de leurs avocats, loin de leurs habitudes, loin de leurs copains. Ils n'auront pas de visite. Et donc, voilà. Et je dirais que c'est fait un peu à propos. Mais je compte beaucoup sur la jurisprudence. Je compte sur les magistrats, sur les avocats. Et je pense qu'il n'y a plus qu'une solution, c'est faire payer l'État, qui est condamné de plus en plus par les tribunaux judiciaires et administratifs français à des réparations pour conditions indignes, à des jours d'astreinte si on ne fait pas ci ou ça, et puis sur les tribunaux internationaux comme la Cour européenne. Et là, juste avant d'arriver, j'ai vu que l'ONU, le comité des droits de l'homme de l'ONU, s'y est mis et a sommé la France d'en finir avec sa surpopulation et ses conditions indignes. Enfin, je ne sais pas jusqu'où on va se faire taper sur la tête et avoir l'air... C'est quand même très étrange de la part d'un gouvernement et d'un président qui se dit tellement européen de s'asseoir comme ça sur les jugements de la Cour européenne. Donc, il faut penser nos prisons différemment. Il y a quand même des initiatives. L'année dernière, il y a un protocole d'accord qui a été signé entre le ministère de la Justice et le ministère de la Culture, justement pour renforcer les actions culturelles dans les prisons. Il y a notamment un prix Goncourt, le premier prix Goncourt des détenus qui a vu le jour en décembre 2022. Et puis, il y a les actions culturelles que vous avez tous déjà entamées. Par exemple, Mouloud Mansouri, ça fait
15 ans que, avec votre association, vous proposez des concerts dans les prisons. Il y a déjà eu plus de 500 concerts. Alors, des concerts avec pas mal de monde. Il y a eu Cali, il y a eu Nino, il y a eu Grand Corps Malade, M. Comment est né ce projet déjà? Qu'est-ce qui vous a fait... Vous êtes un ancien détenu, vous êtes producteur donc aujourd'hui. Comment est né ce projet de concert dans les prisons? En fait, quand j'étais en détention, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait, en tout cas à mon époque, c'est-à-dire de 99 à presque 2009. Et du coup, moi, j'étais déjà producteur avant d'entrer en prison, et je connaissais plein d'artistes qui pouvaient venir à ma demande jouer en prison. Et j'étais dans différentes prisons. Je suis rentré à Toulon, j'ai été au Baumettes, à Aix. Enfin, j'ai été transféré dans plusieurs prisons. Et à chaque fois que j'arrivais dans une prison, je demandais à pouvoir me faire rentrer des platines ou même organiser des concerts au sein même de la détention. Donc les directeurs qui finissaient par me recevoir après des centaines de courriers me regardaient comme si j'étais complètement fou. Et on me disait toujours, j'ai toujours une réponse négative à ces projets-là, sauf à la dernière prison où j'étais transféré à Val-de-Reuil, c'est le plus grand centre de détention d'Europe, où il y avait une infrastructure qui pouvait accueillir des concerts, etc. Et le directeur m'a pas répondu non, il m'a juste dit ouais, on va voir comment vous vous comportez et on se revoit dans un mois. Et le mois, il a duré 9 mois. Et au bout de 9 mois, il a fini par céder parce que je le traquais. Et il m'a laissé me faire envoyer des platines et un peu de matériel pour que je puisse mixer. Et en même temps, je lui ai dit, maintenant qu'on va avoir un peu de matos, ce serait bien d'organiser des concerts. Donc il m'a laissé aussi organiser des concerts. J'ai organisé 6 concerts en tant que détenu. Et je suis sorti en conditionnel avec un projet qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais en détention. Et au bout de quelques semaines, les potes qui étaient restés en détention m'ont rappelé en me disant voilà, depuis que tu n'es plus là, il n'y a plus rien et on sait qu'il ne va plus rien se passer. Donc je leur ai organisé 2 concerts comme ça, alors que moi j'étais en train de suivre une formation à l'extérieur qui n'avait rien à voir. Et puis je me suis dit, mais en vrai, il n'y a pas qu'eux qui ont besoin de ces concerts et de ces activités culturelles en général. Et du coup, j'ai monté mon association pour pouvoir intervenir dans les prisons, en tout cas les plus proches d'où je vivais. C'est-à-dire, j'avais commencé à proposer mes projets à Toulon, à Aix, à Nice, à Grasse, au Baumettes. Et les 3 premiers qui ont répondu OK, c'était Toulon, Nice et Aix. Donc j'ai organisé une première tournée des prisons et en fait ça a super bien marché et je me suis dit bon je vais faire ça pendant 1 an ou 2, voir un peu comment ça tourne et puis peut-être que ça va donner des idées à d'autres et que les choses vont s'organiser en prison et puis finalement j'en suis encore. Je suis encore en train d'organiser des concerts et d'autres projets autour de la culture et de ce que moi je sais faire. Donc beaucoup de concerts de rap, mais aussi d'autres artistes de la variété française, des ateliers de DJ, des ateliers de stand-up, de close-up, des ateliers d'écriture, tout ce qui tourne un peu autour de la culture hip-hop, du graffiti. Et là, il n'y a pas longtemps, on a été à la prison de Fresnes pour travailler sur un projet d'album. Donc on est resté pendant presque 2 ans avec les détenus, pour leur apprendre à écrire, la culture du hip-hop, les métiers autour de la musique, les métiers autour du rap, les langages, tout ce qui peut concerner la professionnalisation de cette musique. Et on a fini par enregistrer un album avec eux où j'ai invité plein d'artistes de renom à rentrer en détention pour faire des titres avec les détenus. Et on a signé cet album en maison de disques qu'on a sorti il n'y a pas longtemps. Et entre-temps, on a fait sortir les mecs en permission pour pouvoir faire la promotion de l'album. Ils ont fait des concerts. On fait un concert là, pour fêter les 15 ans de l'association à l'Olympia, où ils seront programmés et ils sortiront en permission pour aller au concert. Et bref, moi j'essaie de faire de la place d'une culture, je dis, de qualité pour les détenus. Et en essayant de les représenter du mieux que je peux. Oui, voilà, l'idée c'est non seulement de leur amener de la culture dans les lieux de détention, mais aussi de leur montrer qu'ils peuvent faire quelque chose. Vous me disiez, bah ouais, eux ils créent aussi, et du coup ça leur montre que
au lieu de zoner, ils peuvent faire des choses intéressantes, ils peuvent apprendre des choses aussi. Hein. Ouais, c'est ça, le truc, c'est d'apprendre et surtout de rencontrer des gens de l'extérieur, que ce soit des artistes, des sportifs, des éducateurs, enfin tous les gens qui viennent de l'extérieur, c'est bénéfique pour les détenus parce qu'il va échanger différemment qu'avec son co-détenu ou avec les potes en promenade. Parce que moi, je vous dis, hein, j'ai tourné pendant 10 ans en promenade et les seules conversations qu'on avait, en tout cas le plus souvent, c'était sur les affaires des uns et des autres. Pourquoi t'es tombé, ouais, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, qu'est-ce que tu vas faire en sortant, t'es chaud pour faire ce business. C'est ça les discussions en promenade quand on est ensemble et quand on est extérieur. Parfois on parle un peu du film qu'on a vu la veille ou de l'émission qu'on a vu la veille, mais la culture doit pas être un écran de 30 cm. On doit faire autre chose que la télé, quoi, en prison. Ça peut aussi aider à apaiser les tensions, à se reconstruire aussi, peut-être. En fait, moi, je pense qu'on fait, avec la culture, c'est un travail d'insertion ou de réinsertion pour ceux qui ont déjà été insérés, hein, mais il n'y en a pas beaucoup, réellement, des mecs qui ont été vraiment insérés dans la société, parce que je rencontre des mecs, après les concerts, qui viennent me dire putain, c'est la première fois que je vais à un concert, c'est chambé. Donc là, nous tous, on s'imagine pas à passer notre vie sans aller voir un spectacle ou sans aller voir un concert. Enfin, moi, ça me paraît imaginable. J'ai toujours baigné dans la musique et je me vois mal ma vie sans profiter d'un écran de cinéma, aller au cinéma, à un concert. Et ben, c'est pourtant une grande partie des détenus qui n'ont jamais eu accès à la culture. Et donc moi, j'essaye d'aller dans ce sens-là, de ramener de la culture en prison. Mais oui, c'est clair qu'on construit des personnes avec toutes les armes que la société donne. Et la culture devrait avoir une place très importante dans la construction de l'homme, de la femme, quoi, mais de l'homme. Et ça permet de s'exprimer aussi. Ouais, nous, on s'est bien exprimé sur le sujet. En tout cas, sur l'album, on a pu dire tout ce qu'on voulait dire. On a eu la chance de travailler dans une prison où il y avait un directeur qui était intelligent et assez ouvert. Et on n'a pas été censuré. De toute façon, ils n'ont pas le droit de nous censurer en détention. Et ils n'arrivent pas à nous censurer, nous, parce qu'on a de la chance d'avoir une couverture médiatique. Mais par exemple, sur les conditions que vous évoquiez tout à l'heure, en fait, le truc, c'est que tout le monde s'en fout des prisons. La majorité des Français s'en foutent complètement de ce qui se passe en prison. On ne voit pas ce qui se passe en prison. Il y a quelques photos qui arrivent à sortir par-ci, par-là, des vidéos parfois. Mais la réalité, c'est qu'on ne voit pas ce que les détenus vivent. Donc, à partir du moment où on ne voit pas les choses, tout le monde s'en fout. L'année dernière, on s'est offusqué de l'activité Koh-Lantès parce qu'il y a eu des images. Et les mecs se sont dit, mais comment on peut faire du karting à l'intérieur d'une prison et plonger dans une piscine? Sauf que ça concernait même pas une dizaine de mecs dans toutes les prisons françaises. Et que nous, on suffoquait à l'extérieur de la canicule qu'il y avait. Et la majorité des Français s'offusquaient de voir un mec détenu tomber dans une piscine. Moi, ces gens-là, ils me donnent envie de vomir, quoi. Oui, ça fait beaucoup réagir, hein, Dominique. On en parlait juste avant. C'est vrai que cette histoire de Koh-Lanta dans les Koh-Lantès dans les prisons, ça fait énormément réagir. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé, c'est pour ça que j'ai très vivement réagi à l'époque, parce que j'ai trouvé quand même incroyable que des gens, surtout j'en voulais énormément aux élus de la République qui connaissent très bien l'état des prisons parce qu'ils peuvent y aller et qui y vont, en tout cas ils devraient, et qui se sont permis de dire que c'était le Club Med, l'hôtel 4 étoiles, mais c'était vraiment... moi je me souviens toujours qu'un détenu, il m'a écrit un truc je trouve très intelligent. Il m'a dit, on coûte chacun 110 € par jour à vos impôts. Pour fabriquer de la récidive, c'est un peu cher.
Non, mais c'est même pas de la récidive qu'on crée, c'est des sauvages en vrai. Quand on enferme quelqu'un 23 heures sur 24 dans une cellule pourrie, avec des cafards, des punaises de lit, des 9 mètres carrés. Moi, je retourne en prison là depuis 15 ans, mais j'évite d'aller dans les cellules. Parce que quand on m'ouvre une cellule, bah, j'ai une angoisse. Je me dis, putain, mais comment j'ai fait pour vivre pendant 10 ans là-dedans? Et aujourd'hui, les juges continuent à envoyer des mecs en détention. Ce n'est pas une exception, ce qui devrait être une exception normalement. Ce n'est pas une exception, ça devient une généralité. Enfin, c'est devenu une généralité depuis maintenant quasiment le début des années 90. On met tout ce qu'on peut mettre en prison. On les enferme pendant des années maintenant. Avant, je vais prendre juste moi, par exemple, mon exemple. Hein, j'étais là-bas pour trafic de stupes. Jusqu'au début des années 90, tu prenais des mois, voire quelques petites années de prison. Et maintenant, à la place des mois, on met des années, alors que les prisons n'ont pas évolué, mais les peines ont été multipliées par 10. Moi, j'ai été condamné lourdement. Hein, j'ai été condamné à 17 ans de prison pour trafic de shit. Et j'ai fait 10 ans de prison. J'ai vu des assassins sortir avant moi. Et on continue de remplir ces prisons, de construire des prisons pour mettre encore plus de monde en prison. On continue de vivre dans les prisons où même un chien, on ne le mettrait pas en prison en vérité. On ne lui donnerait pas la gamelle qu'on nous donne. Et là, on parle de culture, ouais, c'est cool, mais en réalité, il y a très peu de place pour la culture en prison. Il y a très peu de place pour la réinsertion. Ouais, parce qu'il y a trop de monde, mais surtout parce qu'il n'y a pas une volonté politique de faire évoluer la vie en détention et le travail de réinsertion. Si un jour, vous qui êtes là, vous faites agresser par un ancien détenu, vous saurez que c'est parce que le travail de réinsertion n'est pas réellement fait en détention. On parlait de s'exprimer, Valérie Muller. Vous avez donc réalisé ce film, Danser sa peine à la prison des Baumettes, sur le travail du chorégraphe Angelin Preljocave, qui a montré donc, qui a travaillé avec ces femmes sur un travail de danse, donc. Et vous me disiez justement, pour en revenir à s'exprimer, que ces femmes au début, parce que il y a la danse, mais elles s'expriment aussi, et elles vous disaient au début, mais on n'a rien à dire, nous personne n'a envie de nous écouter. Oui, bonsoir. Alors, je ne veux pas trop dévoiler, parce que vous allez voir le film après, bien mais sûr. C'est vrai que dans le processus du film, j'ai eu l'autorisation au départ du directeur de la prison, de la juge d'application des peines et de la procureure de venir filmer les répétitions. Donc à l'origine, c'était le chorégraphe Angelin Preljocave qui avait l'habitude de faire des représentations aux Baumettes, à Luynes, à Aix, avec un petit groupe de danseurs qui intervient dans des lieux qui ne sont pas des théâtres, soit dans des écoles, sur des places de village ou dans les hôpitaux et en prison. C'est dit, mais en fait, nous, on vient et on repart. Pourquoi je ne viendrai pas et je ne ferai pas un travail avec les détenus? Et du coup, le directeur des Baumettes, à l'époque, lui a proposé de faire effectivement un travail avec des femmes. Un travail chorégraphique avec des femmes. Angelin a ensuite proposé de présenter ce travail, de présenter ce ballet, on pourrait dire, devant un public d'amateurs de danse à Aix-en-Provence et ensuite au festival de danse de Montpellier, qui est un très gros festival. Et moi, je me suis greffée sur cette histoire. Je me suis dit, tiens, ce processus est vraiment intéressant. C'est-à-dire comment des personnes qui sont enfermées dans 9 mètres carrés, 23 heures par jour, enfin par 24 heures, comment ces personnes vont d'abord travailler leur corps et ensuite être sur scène. Qu'est-ce que ça va faire en fait, qu'est-ce que ça va produire. Et au départ on m'a dit donc ok, tu peux filmer les répétitions. Et puis je dis oui, mais quand même c'est intéressant moi j'aimerais aller
voir ce qui se passe en détention, dans les parties de la détention, parce que quand on intervient comme ça, quand les artistes ou les intervenants, c'est une autre partie de la prison, on voit pas forcément les cellules, on voit pas. Donc je dis, j'aimerais bien aller en détention, filmer dans les cellules, et puis interviewer les détenus. Et au départ, les femmes qui ont participé à l'atelier chorégraphique m'ont dit ok, t'es gentille, déjà on accepte de se laisser filmer, mais après de prendre la parole, non. Je dis mais moi je pense que vous avez des choses à dire, vous avez des choses très intéressantes, des choses sur ce que c'est sur votre identité, sur ce que c'est que de vivre la détention. Je suis sûre. Elle me disait mais non, nous on est des détenus, on a un casier judiciaire, on n'a rien à dire. Elle pensait sincèrement qu'elle n'avait pas une parole qui était digne d'intérêt. Et ça a été un long processus de leur faire accepter qu'elle pouvait parler, qu'elle pouvait prendre la parole devant la caméra. Et c'était assez intéressant de voir à quel point il y avait à la fois la réappropriation du corps et aussi la prise de parole qui s'est fait progressivement. Vous le verrez dans le film. Et puis bon, après, il y a eu une confiance qui s'est faite, et même à un moment, quand on est sorti de la prison, les détenus, ces femmes ça les rassurait de savoir que la caméra était là, que l'équipe était là, et qu'on était là pour les soutenir. Et il y a eu tout un travail en fait aussi avec la caméra. Moi, je fais du film de fiction, mais je fais aussi régulièrement du documentaire pour la télévision. Et c'est vrai que la caméra, ça a toujours un effet, de prise de conscience. C'est quelque chose de vraiment d'intéressant. Et de prendre la parole et de la prendre, mais face caméra, comme ça, comme un politique peut le faire de façon très légitime, dire à un détenu, non, mais maintenant, tu vas prendre la parole et tu vas dire ce que tu ressens, ce que tu as vécu. Et ça, c'était un processus vraiment intéressant et pour moi très fort, et je pense pour ces femmes aussi, voilà, mais sans dévoiler. Mais je pense qu'ils sont très pudiques, en fait. À chaque fois... c'est ce qu'il y a le plus dur dans le travail avec la culture en détention, c'est quand tu leur demandes de s'exprimer sur ce qu'ils vivent, c'est le truc le plus dur à faire sortir. Nous, quand on a fait l'album, ils commençaient à faire des titres qui parlaient que de l'extérieur. Et j'ai dit, mais en fait, moi, je viens pas enregistrer un album pour que tu me racontes tes histoires de l'extérieur. Les gens, ils veulent... Il y a beaucoup de gens qui fantasment sur la prison, racontent ce que tu vis et... n'en fais pas plus, n'en fais pas moins. Mais ils sont très très pudiques. Il y avait les caméras aussi, parce qu'il y a eu une série autour de l'album, c'est Île de Rime. Et au début, pareil, ils comprenaient pas pourquoi on filmait tout. Et finalement, ils se sont rendus compte que ça pouvait être une arme d'avoir la parole et qu'il y ait l'image... quelle image avec, parce que nous on a eu la chance, on a pu filmer vraiment tout, même quand ils allaient au cachot et tout, on a pu les suivre pendant les prétoires, les cachots. Mais là aussi, en fait, finalement, progressivement, je suis allée en détention dans les cellules et un peu partout. Alors il y a juste un moment que j'ai pas pu filmer, c'est que la première sortie, la première permission au greffe, elles ont été placées dans les cachots pendant, je sais pas, 5 heures. Et on leur a dit au greffe, ah ben non, mais le chorégraphe, l'équipe ils sont pas là, ils sont pas venus vous chercher, ils s'intéressent pas du tout à vous. Il y a eu un truc très très bizarre. Ça, j'ai pas pu le filmer, donc j'allais pas l'inventer. Mais tout ça pour dire que ça peut être, il y a en détention des gens qui, je dirais des surveillants ou même des gens de la détention qui aident le processus, et puis d'autres qui sont extrêmement réfractaires et qui même bloquent complètement, font des choses vraiment très très surprenantes. C'est-à-dire ils prennent sur eux avec des décisions qui sont d'une violence incroyable.
Ouais, t'as intérêt d'avoir un bon directeur dans la prison pour justement pour éviter ces problèmes quand il y a des trucs comme ça, que tu puisses l'appeler. Sinon, ouais, ça peut être la cata. Mais il y a une relation de confiance aussi qui s'est nouée, parce que quand vous faites un documentaire ou un film, vous aimez bien prendre votre temps, rester assez longtemps. Là, ça a pris plusieurs semaines, où vous êtes allé, vous êtes revenu. Et du coup, c'est vrai que ça tenait à ça aussi, cette relation de confiance qui s'est créée avec ces femmes. Bah, en fait, moi, j'aime bien faire du documentaire immersif, ce qu'on appelle ça. Et donc, j'y suis allée pendant pratiquement 6 mois, 2 fois par semaine. J'y suis allée d'abord, j'ai présenté mon travail, j'ai dit est-ce que je peux organiser des projections. Donc, j'ai fait des petites projections, puis on a fait des échanges avec les détenus, et pour leur montrer qu'en fait, moi, je suis pas journaliste, hein, je suis cinéaste, j'avais pas du tout envie de faire du sensationnel, je n'avais aucune connaissance de la détention, et que j'essayais d'arriver là avec, en essayant d'être objective, en fait. Et donc, oui, ça a été, c'était prendre le temps qu'on se rencontre, qu'on soit en confiance, qu'on s'accepte mutuellement. Ce que j'ai fait aussi au début, c'est que les premières interviews que j'ai faites, on était une petite équipe, on était 3, et moi j'avais le retour de l'image sur mon iPhone, j'avais l'autorisation d'avoir mon iPhone. Et donc, je disais, on allait filmer dans une cellule, et puis je disais aux autres, viens derrière moi, tu vas voir le retour, et tu vas voir comment les questions que je leur pose, ou comment je les filme, et tout ça. Et du coup, elles étaient super rassurées. Et voilà, il y a eu comme ça tout un travail qui se fait, en fait, qui est aussi un travail avec la caméra, s'habituer à voir la caméra, s'habituer à comprendre qu'on peut dire certaines choses, et que la façon dont on filme les gens aussi, c'est un point de vue. Et essayer de rester objectif, c'était pour moi, c'était l'enjeu principal, en fait, d'essayer de comprendre et de laisser surtout la parole aux détenus, tout en filmant l'architecture. Bon, moi, j'étais pas à Fleury et tout ça, j'étais au Baumettes, c'était le nouveau bâtiment des Baumettes, donc c'est assez clean, ouais. Je pense qu'on m'aurait peut-être pas laissé. Mais elles m'ont parlé des Baumettes historiques dans lesquels elles avaient été avant. Mais il y a quand même dans les bâtiments qui sont récents, l'architecture carcérale est pensée pour être extrêmement oppressive. Voilà. Vous les avez vues évoluer, ces femmes, au fur et à mesure de ce travail ? Oui, alors ça, on le voit dans le film. J'espère que vous resterez pour voir le film. Ça, on le voit dans le film. Oui, je suis restée même en contact avec certaines, qui sont sorties, qui ont eu des bébés, tout ça. Donc, non, c'était une aventure humaine très forte, parce que je peux pas parler parce que j'ai pas été détenue, mais j'ai l'impression que y a une conscience très particulière une fois qu'on a vécu la détention, et une intensité en fait dans les choses après qui sont vécues. Enfin, c'est ce que nous on a eu la sensation avec Angelin Preljockaj, mais bon, voilà, je vais pas. Mais de toute façon, c'est un partage, hein. En général, l'artiste intervenant qui va en prison, il en ressort avec quelque chose de très très fort. Quand c'est un concert, il a reçu beaucoup d'amour, autant d'amour que sur un zénith. Et c'est plus particulier parce qu'il y a toujours une rencontre après. Mais après, c'est vrai que quand il y a des projets comme ça sur le long cours, il se passe quelque chose dans la conscience des réalisateurs, des acteurs, des gens qui font les trucs en détention, c'est clair. Et après, ça peut faire aussi l'effet inverse. Ça, c'est possible aussi. Mais non, rien. Mais c'est vrai que c'est un échange en général avec le détenu et la personne qui intervient en détention.
Non, ce qu'il y a aussi, alors là, c'était avec des femmes et dans la population carcérale féminine qui reste proportionnellement toujours la même à peu près. Ouais. Les profils sont très différents. C'est des parcours de vie avec des accidents de vie assez dingues. Et souvent, ces femmes, elles ont une famille à l'extérieur, des enfants à l'extérieur, et ça leur donne une volonté comment dire, ça leur donne une responsabilité, une conscience aussi très forte que vous verrez, je trouve, enfin j'espère que, je pense que le film le rend un peu, et donc voilà, chez les femmes, c'est une autre ambiance, et ce qui était aussi assez, là où elles étaient assez excitées par ce projet, c'est qu'en fait les femmes, on leur propose très peu d'activités. Comme elles sont peu nombreuses, elles ont peu d'activités, moins que les hommes. Donc là, elles étaient quand même celles qui ont continué le processus, parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent parce que elles sont trop préoccupées par leur aménagement de peine ou par toutes sortes de choses. Celles qui ont continué, en fait, elle disait c'est génial qu'on propose des choses aussi aux femmes détenues. Valérie Dassenville, vous avez aussi vécu des moments très forts. Vous êtes donc la directrice du festival Vis-à-vis. Pour la première fois, il va se dérouler chez nous, à Château-Vallon, en plus, la semaine prochaine. C'est vrai que du coup, ce festival, on va dire, fait travailler ensemble des artistes professionnels avec des artistes amateurs qui sont dans les prisons. Vous avez travaillé avec des gens de différentes prisons. Comment ça se passe? Parce que c'est parfois compliqué à mettre en place. J'enchaîne direct sur Vis-à-vis, où je dis un peu pourquoi je suis là, ou comment je fais Non, mais juste très rapidement, en fait, oui, je vais vous parler de Vis-à-vis, mais c'est juste aussi pour dire un petit peu qui on est. Moi, j'ai fait 25 ans de compagnie de théâtre, au sein de laquelle j'étais metteur en scène, et j'ai dirigé un des premiers établissements culturels de proximité en milieu hospitalier, donc à l'hôpital de Bligny dans l'Essonne. Et c'était à peu près le début des politiques interministérielles qui ont été mises en place, je crois, par Philippe Douste-Blazy, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque ministre de la Culture. Donc on a des politiques culture santé, culture justice, culture éducation nationale. Après, j'ai travaillé pendant 5 ans à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis comme metteur en scène, donc en menant des créations partagées. J'ai toujours essayé, dans les projets que je menais, de créer des groupes d'acteurs amateurs à l'intérieur de la détention, en lien plus ou moins dialectique avec des groupes d'acteurs amateurs à l'extérieur. Dans l'idée que ces projets de création, j'avais envie qu'ils sortent, j'avais envie qu'ils soient vus par le plus grand nombre, puisque c'est à peu près ce qu'un artiste a envie de faire de ses œuvres, a priori. Donc j'ai essayé ça, puis après j'ai pris la codirection, j'aime beaucoup les codirections, du théâtre Paris-Villette, qui est un théâtre de la ville de Paris, qui se situe dans le parc de la Villette, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à Vis-à-vis, parce que je me suis posé la question, finalement, c'est bien gentil d'avoir des politiques interministérielles, mais on doit s'emparer tous de ces questions-là, de comment on ouvre une prison sur la cité, ou comment on ouvre un hôpital sur la cité. Je crois que Mouloud Mansouri avait raison en disant qu'il y a peu de gens qui sont concernés par le problème, enfin pas vous ce soir, ça fait plaisir d'ailleurs. Mais c'est vrai que la question, elle est la question de tous, et donc de celle des artistes, mais aussi de celle des acteurs de la culture au sens large. Donc en tant que directrice de théâtre, je me suis posé la question de comment je pouvais poursuivre en fait cette relation avec des acteurs amateurs sous main de justice, et l'idée de Vis-à-vis est née comme ça. C'est-à-dire de dire au fond, il y a des artistes du spectacle vivant, mais aussi des plasticiens, enfin évidemment toutes disciplines artistiques confondues, qui ont le souhait d'aller créer en détention, pour plein de raisons qui leur appartiennent à chacun, mais donc de créer. Donc il n'y a pas de raison que si un artiste crée, l'œuvre qu'il crée ne soit pas accueillie dans nos théâtres, enfin je dis nos théâtres, c'est un peu possessif, dans les théâtres, et offert à un public le plus large possible. Peut-être c'est comme ça qu'on ouvre un peu, qu'on met un pied dans la porte.
Donc j'ai essayé d'imaginer quelque chose qui s'était jamais fait, et c'était assez rigolo d'ailleurs, parce que je dis souvent, quand quelque chose ne s'est jamais fait, c'est le bon moment, parce que personne n'est encore là pour vous dire qu'il faut pas le faire, ou personne n'a encore trouvé le moyen de vous dire de pas le faire. Et donc on a pris un peu de vitesse comme ça, et on a proposé, avec le référent culturel de la direction interrégionale, puisque c'est en région pour le ministère de la Culture, en interrégion pour la justice, de proposer à l'ensemble des établissements pénitentiaires d'Île-de-France, via les coordinateurs culturels qui ont la compétence culturelle en détention, de nous faire remonter des projets de création qui se menaient dans leurs établissements, avec les équipes artistiques avec lesquelles ils avaient eu envie de travailler, et bien évidemment des artistes qui avaient envie de travailler en détention, des créations partagées, souvent qui donc croisent des professionnels et des amateurs, et de leur proposer que toutes ces créations convergent vers 3-4 jours de festival au Théâtre Paris-Villette. On était sur du double plateau, donc on imaginait 2 créations par soir. En général, des créations qui font pas 3h30, vous pouvez imaginer, c'est déjà tellement compliqué d'aller travailler en détention. Donc souvent, on ne monte pas le soulier de satin. Donc voilà, c'était plutôt des formes courtes, mais néanmoins, tout à fait, il s'agissait pas non plus d'emmener des gens au casse-pipe, parce que monter sur un plateau, c'est compliqué. Il faut être prêt, donc il fallait que le travail soit OK pour tout le monde. Mais donc du coup on a eu effectivement des équipes, je dis équipes sans lien avec Colantes, mais en même temps c'est un petit clin d'œil amical et affectueux, bien sûr, des équipes de Fresnes qui arrivaient le matin en même temps que les équipes de Nanterre, et tout le monde travaillait, les répétitions s'inversaient le matin, l'après-midi. D'ailleurs c'est le même modèle ici à Château-Vallon, on a calqué un peu sur ce mode d'organisation. Ce qui est très intéressant, c'est que voilà, c'est que le lien est fait avec le théâtre, avec son environnement professionnel, la lumière, le son, la vidéo, le plateau, les régisseurs, les équipes techniques, les équipes de l'administration, des relations publiques. Voilà, en fait, l'œuvre vient habiter un théâtre, et ça, c'est important, je pense, quand on a travaillé à une œuvre, à un spectacle vivant. Et puis surtout, au bout du compte, il y a un public. Voilà. Ce qui était intéressant, c'est que toutes ces personnalités, amateurs sous main de justice, professionnels, surveillants, conseillers d'insertion et de probation, coordinateurs culturels qui accompagnaient les projets, finalement, on passait la journée ensemble à rendre tout ça possible. Donc c'était l'idée de Vis-à-vis, c'était que finalement, par la poésie au sens large, on maintienne un récit collectif et qu'on reste les contemporains les uns des autres, indépendamment des contextes de vie qu'on peut traverser les uns et les autres à certains moments. Voilà. Et c'est ce que Château-Vallon a eu la brillante idée, non, mais la gentillesse, puis vraiment l'enthousiasme d'accueillir pour la semaine prochaine, donc 3 jours de festival avec 7 ou 8 établissements pénitentiaires de la région sud qui seront... Non, pas qu'à Corse, puisque la direction interrégionale, c'est pas qu'à Corse, donc la soirée sera même... Le festival sera ouvert par l'établissement pénitentiaire de Borgo, donc l'équipe viendra de Corse pour jouer, pour ouvrir le festival. Voilà, mais c'est... Voilà. Et vous me disiez... C'est une introduction. Il faut être réactif, parce que c'est vrai que avec les règles des prisons, avec les règles des permissions pour aller répéter à l'extérieur, aller jouer à l'extérieur, c'est pas toujours facile de tout coordonner. Malgré tout, finalement, ça se passe pas trop mal. Il y a des moments où il faut serrer un peu les dents, mais bon, globalement, ça s'enchaîne. Ouais, ce qui est beau, ce que moi, vraiment, qui me touche beaucoup dans le projet de Vis-à-vis, c'est que finalement, c'est pas du tout des poupées russes. C'est une organisation en étoile, c'est très plat. Donc tout le monde, on a tous conscience, vraiment, j'ai l'impression, de l'importance de chacun, de chaque geste, de chaque demande. Pour que ce soit possible, en fait, il faut vraiment que tout le monde s'empare du projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais à ce point ressenti. Et Dieu sait qu'à Paris, les éditions du festival ont été compliquées. Mais à chaque fois, il y avait ce sentiment que on arrivait à se rendre compte les uns des autres de cette espèce de réseau, de connexion de tous, en fait.
aussi bien de la magistrature, d'un juge d'application des peines, du parquet. Alors je commence par le haut, enfin le haut s'il y a un haut, mais enfin en tout cas des personnes qui sont bien évidemment importantes, qui seront pas forcément concernées par le projet au quotidien, mais qui vont avoir besoin de l'accompagner malgré tout. Voilà, ça passe par 1001 actions qui concourent au fond à la même ambition. Après, le plus important aussi, c'est vraiment, ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience vraiment, et souvent malgré moi, parce que j'ai souvent, enfin c'est des prises de conscience qu'on fait quelquefois à rebond, enfin, que le lieu de la scène, du théâtre, c'est le lieu de la représentation. Et finalement, se représenter, c'est je me présente à nouveau à toi pour que tu me vois à nouveau. Et je pense que quand on a une expérience d'incarcération, qu'on sort de détention, oui, c'est compliqué, ça c'est un fait, mais on a aussi besoin que des personnes puissent nous voir à nouveau. Et je pense que qu'on parle de la détention ou qu'on dise du Shakespeare ou du Beckett, c'est la même chose. Voilà, on se présente à nouveau. Ça, c'est quelque chose que je trouve toujours assez important, et c'est pour ça que les théâtres doivent s'emparer de cette question-là, parce que si on fait bien notre boulot, dans un théâtre, il y a un public voilà, qui vient voir des œuvres de création. Et l'ambition, ça serait de trouver encore de nouveaux lieux qui accueillent ce festival. C'est vrai que les premières années, c'était au Théâtre de la Villette. Là, pour la première fois, c'est délocalisé. Ça serait de trouver encore plus de connexion entre les institutions et entre les lieux culturels pour que ce festival puisse vivre encore ailleurs. Oui, enfin, sans avoir une volonté d'hégémonie, de faire une multinationale. Non, c'est la vertu d'un projet comme Vis-à-vis, c'est de mettre en relation les acteurs de la culture au sens large avec les acteurs de la justice au sens large. Donc bien évidemment que si cette construction est vertueuse, elle a peut-être pour vocation de se répliquer, et tant mieux. Mais après, bien évidemment, à l'échelle d'une région, chacun, une fois que l'expérience est vécue, est tout à fait capable, s'il le souhaite, de poursuivre l'aventure et d'ailleurs de la travailler selon les singularités d'un territoire. Moi, j'espère simplement que ça met... et je parle vraiment aussi pour la culture. Hein. On n'est pas très en avance, nous, là-dessus. Hein. Je veux dire, les directeurs de structures culturelles, je trouve que quelquefois, on a vraiment un train de retard. Les politiques culturelles, des fois, elles sont bêtes à pleurer. Enfin, je veux dire, je ne vais pas me faire que des amis, mais j'espère qu'il n'y a pas la ministre de la Culture dans la salle, mais elles sont tristes parce qu'elles cloisonnent. Aujourd'hui, si vous menez un projet de création et que vous allez en détention, que vous êtes metteur en scène et que vous allez demander une aide à la création aux politiques interministérielles, vous allez avoir un plafonnement de 5 000 €. Bon. Par contre, si vous allez demander une aide à la création à cette même DRAC, voilà, une aide au projet, une aide à la création pour un projet professionnel, vous allez avoir une aide de 12 ou 13 000 € plafonnée, et si vous l'avez bien sûr. Moi, je trouve ça assez étrange, en fait. Un artiste qui crée en détention, s'il crée, a priori, si le spectacle peut sortir, pourquoi pas tourner? C'est le cas de certains spectacles qui ont tourné pendant 2 ans. J'en ai accueilli un qui était l'Iliade, en plus 10 heures de spectacle. Voilà, avec des personnes sous main de justice, tous sous contrat, tous payés, et des comédiens professionnels. Alors, et la DRAC me refusait. Disait non, c'est pas possible, ça peut pas être l'aide à la création. Mais pourquoi ? Tout ça est stupide. Donc à un moment donné, c'est aussi parce que les théâtres vont s'ouvrir, parce que les professionnels vont accueillir tous ces projets au sens large, que la question du partage, en tout cas, de cohabiter, habiter à un moment donné le même endroit. Alors ça peut être un plateau de théâtre, mais ça peut être le monde aussi. C'est très important et c'est concret. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Alors s'il y en a dans d'autres endroits en France, tant mieux, si ça se passe bien. Alors on va se tourner justement vers vous. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de professionnels en lien avec la justice dans la salle. On va prendre vos questions pour ouvrir un petit peu le débat, pour voir si d'autres ont des idées à soumettre ou des échanges à nous proposer. Oui, bonsoir. Je reprendrai le mot de Dominique Simoneau, inertie. En tant que... Coupable. Pardon ? Coupable. Oui, inertie coupable, oui. Donc, moi, je suis coupable au sein de mon association ECTI, où on intervient dans les centres de détention, et particulièrement à Luynes,
pour essayer de mettre en place un dispositif de dehors sur l'insertion. Quand je reprends le mot inertie coupable, c'est que nous avons préparé des ateliers pour les travaux d'intérêt généraux dans le milieu ouvert. Nous travaillons avec la structure d'accompagnement à la sortie à Luynes et depuis 2 ans, nous attendons que la porte s'ouvre. Alors que ce sont des projets qui, soi-disant, devraient faciliter l'insertion. Et donc, nous sommes toujours bloqués à la porte. Parce qu'effectivement, on change un petit peu la façon de faire. Et pour faire bouger des personnes qui sont là pour mener des projets innovants comme les structures d'accompagnement à la sortie, on bouscule. Et ça, dans l'administration pénitentiaire, c'est très très mal vécu. Et je profite quand même du micro pour dire que, côté positif, nous avons mené un atelier d'éloquence à la maison d'arrêt de Luynes et qui a été un projet extraordinaire. Et ça a été tellement un moment très très fort que je suis dans une petite compagnie de théâtre et nous sommes en train de prendre les 7 textes des détenus qui ont écrit et participé à l'atelier d'éloquence pour le mettre en scène. Parce qu'on a envie de faire découvrir aussi ce qui peut se faire de beau en prison. Un film que j'ai vu récemment qui s'appelle « À l'ombre des filles » avec Alex Lutz, qui est un chanteur lyrique et qui vient donner des cours de chant dans une prison pour femmes. Il y a Agnès Jaoui aussi, hein, c'est ça ? Agnès Jaoui également. Je voulais savoir si vous l'aviez vu et si vous pensez que c'est représentatif de ce qu'on peut faire en prison, voilà, tout simplement. Ah, je n'ai pas vu, moi. Alors moi, c'est le seul que je n'ai pas vu, parce qu'il y a eu un triomphe, quand même, qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Cadmerade, d'un film d'Emmanuel Courcol, qui, alors, oui, également. Pour le coup, particulièrement représentatif. Moi, j'ai vraiment vécu ce que vit Cadmerade en tant que metteur en scène, même si je n'ai pas monté Beckett et je n'ai pas fini à l'Odéon, mais je reconnais vraiment le travail d'un metteur en scène en détention avec le peu de moyens d'espace dont il dispose, mais en même temps toutes les difficultés et les joies. Il y a eu L'Innocent de Louis Garrel, qui fait quand même un très bel hommage aussi à ses aventures théâtre-prison. Et puis bon, après, voilà, récemment, il y a eu La Justice restaurative, mais ça parle pas du théâtre. Mais j'ai pas vu celui avec Alex Lutz, et je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. Ouais. Moi, j'ai un petit problème, c'est qu'on est du point de vue de l'intervenant, on n'est pas du tout du point de vue des détenus. On est sur, c'est un peu un ego trip d'intervenant. Je sais pas, je suis pas très, c'est comme un triomphe. Moi, ça m'a énormément choquée. À la fin, le gars, il va faire tous les détenus le lâchent. Et il se retrouve à faire, lui, son truc. Bon, je trouve vraiment... Alors, en fait, un triomphe, c'est une histoire vraie, donc ça s'est vraiment passé comme ça, en fait. Mais je trouve que c'est pas très... Enfin, je sais pas, nous, les détenus avec lesquels on a travaillé, jamais elles auraient lâché le spectacle. Jamais, quoi. C'était tellement important d'être sur scène et de défendre le spectacle. Ils ont joué Godot 5, 6 fois, 8 fois, puis à la fin, ils ont dit, bon, bah, Godot... On arrête de l'attendre, ils se sont tous évadés. Moi, je trouve ça magnifique. Enfin, moi, j'adore ce film parce que l'histoire est belle, quoi. C'est quand le lien, le tricotage entre la métaphore et la réalité, il y en a toujours un qui prend le dessus à un moment donné. Après, il n'y a pas à juger l'histoire puisqu'elle est vraie. Donc, on peut regretter peut-être que... Non, mais en l'occurrence, le film est fait et si on parle du film, il parle d'une histoire vraie, donc voilà. Après, ce qui est peut-être un peu, comme tu dis, un peu plus égo, c'est que je crois que le metteur en scène d'origine, celui à qui l'histoire est arrivée, il a vraiment fait carrière là-dessus, ça l'a tellement choqué, marqué, que je crois qu'il a fait un spectacle de cette histoire, qu'il raconte sur scène, et qu'il l'a joué pendant 25 ans. Voilà, donc d'une certaine façon, ce monsieur... Nous, on a fait à peu près le même projet avec la prison de Nanterre, où on a monté un spectacle de stand-up, et les mecs ont eu une permission, et il y en a un, je pensais qu'il n'allait jamais venir, et il est venu en fait à 3 minutes du début du spectacle. Mais on pensait qu'il allait vraiment se barrer et qu'il allait nous foutre dans la merde, mais on a eu tous les détenus qui sont venus se représenter au Jamel Comedy Club. Mais c'est d'autant plus dommage qu'il se passe que les détenus n'aient pas plus accès à des tas d'activités, qu'il se passe des très belles choses en prison, comme vous l'entendez. Là, c'est au niveau culturel. Mais si je deviens plus prosaïque,
les ateliers cuisine, apprendre un métier, à faire de la boulangerie, apprendre... Il y a 17% d'illettrés en prison. Apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre... il y a un entrepreneur qui travaille beaucoup avec la centrale de Poissy, par exemple. Il fait de la fibre optique. Il apprend aux gars dedans comment on l'a fait, et il les embauche à la sortie. Vous me direz, de Poissy, il n'y a pas beaucoup de monde qui sort, mais c'est quand même le deuxième qui l'embauche. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à quoi ça sert la prison? Pourquoi c'est ce temps mort? Pas seulement du point de vue de la culture, parce qu'il y a trop peu de monde qui a accès à tout ce qui se fait. Là, on va faire un projet de cuisine, on va faire un espèce de top chef en prison. Et j'en parle du coup déjà à des restaurateurs et tout. Et ils me disent, ah mais nous, on sait que tu vas trouver des mecs qui font des trucs de ouf. On les embauche si tu veux à la sortie, alors qu'on n'a même pas commencé le projet encore. Donc en fait, les gens savent qu'il y a des gens en fait normaux à l'intérieur, qui ont un parcours de vie et qui ont glissé ou qu'on surfait même des fois. Mais c'est des gens comme vous et nous qui sont en détention et parfois ils ont un arrêt. Il faut savoir les remettre entre guillemets sur le droit chemin. Oui, parce que si on ne le fait pas, ça ira de pire en pire. Je voulais juste dire une chose à ce sujet. Vous verrez dans le film, en fait, j'ai filmé une commission d'application des peines. C'était la commission qui a déterminé que les femmes pouvaient sortir en permission pour aller faire les spectacles donc, de danse à l'extérieur. Et jusque-là, en fait, on avait déjà passé 4 mois ensemble, ou un peu plus. C'était des longues peines et je connaissais pas du tout, en fait, je connaissais pas leurs délits ou leurs crimes, je savais rien du tout. Et la juge d'application des peines m'a dit, vous allez filmer la commission d'application des peines, je vais être obligée de rappeler les faits. Et j'ai eu une grosse angoisse avant. Je me suis dit, est-ce que ça va finalement changer mon regard sur ces femmes? Et on a filmé la commission et en fait après je me suis rendu compte au fil des heures, des jours, que ce qui s'était passé en fait entre nous humainement, ce qui s'était inscrit humainement entre nous, finalement était plus fort que les accidents ou les crimes qu'elles avaient pu faire enfin, par le passé, et que ce qu'on avait noué ensemble, en fait, c'était vraiment plus fort, et je ne les ai pas regardés différemment parce qu'il y avait cette valeur humaine, en fait, très forte, qui était réelle, en fait. Donc, pour parler de ce côté, voilà, des échanges qu'on peut avoir avec les détenus, et aussi du fait que ce sont des gens qui sont très forts, comme nous. Aujourd'hui, tout le monde va en prison aujourd'hui. Hein. Même un président de la République peut se retrouver en prison. Oui, c'est ça. Alors ça, non. Bonsoir. Je m'appelle Philippe Berthet, je suis avocat au barreau de Toulon. Tout ce que vous me dites m'intéresse beaucoup. Il y a plein de sujets à évoquer au sein des prisons. Je vais très souvent en prison pour voir les détenus. Il y a une notion, un élément que vous n'avez pas soulevé, mais peut-être que vous alliez le soulever ou plus tard, c'est la longueur de la vie en prison. C'est-à-dire que tout est long en prison. Non seulement les peines exécutées sont parfois extrêmement longues, mais de surcroît, toutes les demandes sont très longues. C'est-à-dire qu'une demande d'aménagement de peine, ça va prendre 6 mois, 1 an. Demander un médicament ou de l'aspirine, ça va prendre 2 jours. Se faire soigner les dents si on a mal, ça va prendre du temps. Et tout est long, et ces gens-là, ces gens qui attendent leur sortie de prison, vivent, on leur oppose un mépris absolu. C'est-à-dire que quand vous rentrez en prison, et je crois que M. Mansouri pourra le confirmer, quand vous rentrez en prison, vous n'êtes plus un humain.
vous êtes à la disposition de l'État. C'est l'État qui a décidé de faire de vous sa chose et décidé de faire une peine qui sera plus ou moins longue. Quand vous pensez, ça c'est un aparté, que des gens qui ont commis l'infraction de conduire en état alcoolique ou de ne pas avoir de permis de conduire en récidive, on les incarcère. On se demande à quel point peut servir la prison dans ces cas-là, et pourtant, c'est le quotidien de la plupart des gens incarcérés, des petites infractions. Bon, ça c'est ce que je voulais dire. Il y a une deuxième chose que je voulais dire, et puis j'en terminerai. Vous avez évoqué la prison des femmes. Nous, dans notre région, la prison des femmes, c'est les Baumettes. Les Baumettes, ces femmes, je suis allé les voir, quelques-unes, elles vivaient dans l'insalubrité, je recommence, la plus totale. Et puis on s'est dit qu'il y a quand même véritablement un problème. Donc on a fait un aménagement, c'est toujours dans les Baumettes, hein, les bâtiments sont anciens, mais l'intérieur a été refait, et c'est vrai que c'est plus vivable. Mais il y a un élément que vous n'avez pas évoqué, et qui pour moi est extrêmement important, c'est la présence des enfants dans la prison. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui accouchent en prison, il y a des femmes qui ont des nourrissons en prison ou des enfants de 2 ans. Rendez-vous compte que ce qui est donné à ces enfants, déjà, c'est l'incarcération. C'est-à-dire que leur mère est entre 4 murs, que les enfants dorment avec elles si elles le peuvent. Vous avez des salles avec des jouets, enfin bon, c'est pathétique. Quand vous voyez ça, vous vous dites, on n'a pas le droit d'incarcérer des femmes avec des enfants en bas âge. Enfin, je veux dire, il y aurait d'autres moyens de leur faire comprendre qu'une infraction a été commise, qu'elles n'auraient pas dû la commettre. Bon, je ne parle pas des assassinats, des choses comme ça. Il faut savoir que les femmes en prison sont souvent le soutien des hommes, et si elles sont incarcérées, c'est à cause des mecs qu'elles ont soutenus. Ça arrive très, très souvent. Ouais. Enfin, je voulais une dernière chose, et puis j'en termine. Je suis long, pardonnez-moi, mais parce que le sujet me passionne. Ce que je voulais dire, les anciennes prisons, les vieilles prisons, Monsieur Mansouri, vous pourrez peut-être me confirmer ça. En tout cas, des détenus me l'ont dit. La vieille prison de Toulon, qui était la prison Saint-Roch, était préférée à la prison de La Farlette. Pourquoi ? On a fait des prisons aujourd'hui qui sont totalement aseptisées, qui sont extrêmement propres, mais où tout est cloisonné. C'est-à-dire que vous ne rencontrez personne. Et ça, je trouve que c'est peut-être le plus dur. Ceux qui vivaient dans les anciennes prisons, qui purgeaient votre peine, étaient plus heureux à l'époque. Si on peut parler de bonheur, bien sûr. Ah, alors... Vas-y. Je vais vous répondre déjà sur la notion du temps. Alors, en effet, tout prend beaucoup plus de temps en détention, mais par exemple, vous parliez des commissions, pour les demandes d'aménagement de peine ou permission, tout ça, c'est très très long. Mais en réalité, des fois, ils peuvent aller très très vite s'il y a des permissions qui sont demandées en urgence. Ça peut être statué en 7 jours. Donc, en réalité, si c'est long, c'est qu'ils ont envie que ce soit très long. Et après, la simple notion du temps en détention, de toute façon, est très très lente. Quand on vit 23 heures sur 24 enfermé dans une cellule, une journée, l'espace-temps de l'extérieur, c'est 3 jours. Vraiment, le temps est très très long. Si tu regardes les secondes passées, ça fait tac, tac, tac. Et la prison, je pense que tout ce que vous dites, les demandes, etc., qui sont extrêmement longues, est à l'image de la prison, du temps qui passe en prison. Et voilà, ouais, c'est vrai que tout est très long. Et quand on a fait l'album, on parlait des rages de dents. Pour avoir un Doliprane, il faut mettre 2 jours. Moi, j'avais un des gars qui était avec nous en atelier et qui n'arrivait pas à aller poser derrière le micro parce qu'il avait mal aux dents, quoi. Et moi, il me rendait fou parce que nous, on avait justement une notion du temps qui devait s'accélérer. Et je dis, à un moment donné, il faut que tu passes derrière et tout. Non, Blood, j'ai mal, on me reçoit pas, fais quelque chose. Je dis, ok, d'accord, je vais en parler au directeur. Mais toi, maintenant, tu vas aller derrière dans la cabine, enregistrer ce truc-là. Dis-le que t'as mal aux dents et dis pourquoi t'as mal aux dents, quoi. Et dans l'album, on en parle. Donc ouais, tout est très long, tout est très désorganisé, tout est... la prison, c'est pas un endroit humain. Donc déjà, de base, donc rien ne peut se passer comme à l'extérieur.
Après, sur la prison de Saint-Roch, moi je suis tombé quand j'étais à Saint-Roch. Et en fait, c'est une petite prison en centre-ville. Donc déjà, il y a un truc qui est beaucoup plus simple, c'est les parloirs. Les familles n'ont pas besoin de prendre la voiture quand elles habitent en ville ou le bus ou quoi pour aller en prison. C'est assez simple d'aller à la prison de Saint-Roch, beaucoup plus simple que d'aller à la Farled. Et il y a moins de... Ouais, c'est vrai, c'était moins oppressant. Genre, je me souviens, moi, quand on m'ouvrait la porte, je faisais en sorte de passer toute ma journée à l'extérieur de la cellule parce que j'arrivais à m'échapper, je sais pas, aller dans les cuisines, aller en promenade, en retour de promenade, j'allais à droite, à gauche. Mais ça, c'est impossible de le faire dans la nouvelle prison de la Farled. Elle est en effet complètement aseptisée. Tout est fait pour que tu communiques pas avec tes co-détenus le soir. Les cellules, elles sont faites bizarrement, je sais pas comment expliquer, mais le mur n'est pas droit. Enfin, le mur des cellules, c'est pas plat. Donc on peut pas, par exemple, s'appeler d'une cellule à l'autre pour discuter. Avant, nous, on n'avait pas des cellules grillagées, donc on pouvait sortir le miroir, parler avec le mec de la cellule d'à côté et passer un peu du temps comme ça. Tout ça, c'est fini. Après, ils ont mis des douches dans les cellules, et ce qui fait qu'on est encore plus enfermé dans la cellule. C'est-à-dire que la porte ne s'ouvre pas. On n'a pas le contact avec le surveillant parce que la porte ne s'ouvre pas pour aller à la douche. Et du coup, on ne peut pas s'échapper dans un autre endroit de la prison pour essayer de sortir de la cellule. Mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est ce truc qui fait que les nouvelles prisons sont encore plus oppressantes. Après, c'est très propre dans le hall, dans le hall d'entrée et tout ça. Mais je pense que les cellules, elles sont devenues aussi dégueulasses qu'elles n'étaient avant. Mais vraiment, la prison de Saint-Roch, elle était... Moi, on m'a ouvert des cellules où il y avait au plafond, et on ne voyait pas la couleur du plafond parce qu'elle était remplie de cafards. C'était ça aussi, les vieilles prisons. Donc, il y avait plus d'humanité, on va dire, dans la vie de la prison, mais c'était vraiment dégueulasse. Moi, j'ai préféré aller au cachot certaines fois que de rentrer dans des cellules. Et le cachot, c'est pas quelque chose de facile à vivre. À Toulon, j'ai demandé d'aller au cachot. À la prison d'Avignon, l'ancienne prison d'Avignon, j'ai tenu 4 mois là-bas. Et au bout de 4 mois, j'ai demandé à aller... je suis allé au cachot. Et je suis resté 43 jours au cachot pour ne pas remonter dans les cellules de la prison d'Avignon. Aujourd'hui, je crois que le maximum du cachot, c'est 20 jours ou 25 jours 30 jours, parce qu'on s'est aperçu que c'était vraiment très difficile. Mais pour vous dire, moi, j'ai préféré ma détention au cachot à la prison d'Avignon qu'en cellule normale. Après, il y a autre chose. Au début, je ne sais pas ce que vous avez dit exactement, mais en fait, il faut toujours avoir le contrôle. Quand tu es détenu, il faut quand même garder un contrôle sur ce que tu vis et ce qui se passe autour de toi. C'est-à-dire que moi, j'étais genre, je sais pas moi, un syndicaliste de la CGT en détention. Quand il y avait un truc qui allait pas, je laissais pas les choses rester en l'état. Donc je me prenais pas mal la tête avec les chefs ou les chefs de détention, les surveillants et tout ça. Mais je refusais de vivre ce qu'on m'imposait et qui n'était pas normal. Ce qui m'a permis d'avoir toujours une existence en détention. Et d'avancer même quand j'étais en détention et très rapidement à la sortie j'ai repris une vie normale parce que pour moi j'ai continué d'être un citoyen, une personne morale, pas un numéro d'écrou comme vous l'imaginez et on m'a pas enlevé, on n'a pas réussi à m'enlever la personne que j'étais, même si j'ai laissé quelques plumes, mais j'ai combattu justement ce système en détention. Et ce qui fait que quand je suis sorti de prison, j'ai fait un tout droit et très très vite, j'ai réussi à faire les projets que je voulais parce que j'ai toujours eu dans la tête que j'étais une personne entre guillemets normale, que j'avais des droits et que j'allais m'en servir, quoi. Dominique Simoneau, peut-être un mot sur les mères de famille. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Sur les mères avec leurs enfants. Oui. Avec celui que c'est vrai que c'est un sujet... Oui, c'est un sujet très dur. Au concours d'éloquence de la prison de Réau, il y avait une femme justement qui plaidait pour qu'on
on lui laisse son enfant plus longtemps que les 18 mois normaux, réglementaires. Mais si on en vient à dire qu'il faut pas... peut-être faudrait trouver d'autres solutions. Moi, j'ai connu une femme qui était en détention, qui avait été condamnée à 3 ans pour trafic de stupes. Et donc, elle avait fait une partie en préventive. Je crois qu'elle avait fait 4 mois et demi, un truc comme ça. Et après, elle a été condamnée à 3 ans. Et ils l'ont fait rentrer en prison alors qu'elle venait d'accoucher. Et du coup, ils ont incarcéré son bébé avec elle. Alors que là, pour le coup, il y avait vraiment la possibilité d'aménager sa peine. Non, ils ont fait un numéro d'écrou à son bébé et son bébé est quasiment né en prison, quoi. Donc ouais, je comprends exactement ce que vous voulez dire. Et cette fille, depuis, elle est sortie, elle a ouvert des salons de coiffure, etc., etc. Elle s'est réinsérée et je pense que pour cette histoire, je pense qu'elle aurait jamais dû rentrer avec son bébé en prison et ils auraient dû aménager sa peine tout de suite. C'était une personne qui était réinsérable et ils n'en ont pas tenu compte. Mais ça, c'est l'humanité aussi de... Enfin, l'humanité, c'est un truc compliqué. Hein. Donc les gens, tous les gens ont une personnalité. Un juge qui accepte de rentrer cette femme avec son bébé en prison, ben, il devrait se poser des questions. C'est ça. Oui, bonsoir. Je vais peut-être être un tout petit peu à contre-courant de ce qui vient d'être indiqué. C'est ce que j'espère, moi, depuis tout à l'heure. Merci. Il se trouve que je suis visiteur de prison à la Farled. Et après 20 années d'activité professionnelle exactement de l'autre côté de la barrière de la prison, j'ai souhaité, en retraite, devenir visiteur de prison pour vérifier sur place la situation carcérale des détenus. Alors, c'est vrai que le système carcéral ne peut pas être parfait. On le sait, aucune situation étatique ne peut être parfaite. Mais le système carcéral essaie de s'adapter au mieux aux situations avec les moyens dont il dispose. Alors, je ne sais pas si l'État fait bien ou s'il fait mal. Madame la contrôleuse générale des lieux, j'ai bien entendu ce que vous avez indiqué concernant l'État. Je ne sais pas. Peut-être que l'État ne fait pas suffisamment. Mais dès lors que le citoyen ne s'intéresse pas du tout ou très peu à la situation des prisons, l'État fait à minima, il rend un service à minima avec les moyens qui lui sont alloués. Donc c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que en prison, à la prison de la Farled, on m'a attribué 4 ou 5 détenus selon les semaines. J'ai 4 ou 5 détenus. Il ne faut pas faire d'angélisme, je crois. Il y a des gens dangereux qui doivent être enfermés en prison, mais il y a des gens qui ne le sont pas du tout et qui se retrouvent là dans des situations, je dirais, un peu contre leur gré, ou même beaucoup contre leur gré. Et c'est pour cela que je suis là ce soir. Donc, cela s'intitule « La soirée de ce soir, entrez dans vos prisons » avec un volet culturel. Bien. Donc, sur les 4 ou 5 détenus que j'ai, bien sûr, je n'ai pas accès à leur dossier, on le sait, les visiteurs de prison n'ont pas accès au dossier des détenus, mais nous sommes un lien avec l'extérieur, et ce lien, nous essayons de le remplir en tant que citoyens du mieux possible. Donc, régulièrement, quels que soient les détenus que j'ai en face de moi, mais il est évident que j'adapte la conversation au détenu qui est en face de moi, bien sûr, mais récemment, j'avais devant moi une personne dont je sais parfaitement qu'elle a tué. Et je sais que cette personne a une haine terrible contre la société. Je suis venu avec un livre de poésie, l'anthologie de la poésie de Georges Pompidou. J'ai ouvert et j'ai lu une poésie. Cette personne m'a regardé comme ça, et puis quand j'ai vu au bout de 5 minutes qu'elle ne suivait plus la conversation, j'ai fermé le livre et je suis passé à une autre conversation. La semaine suivante,
j'ai repris à nouveau le texte et nous avons établi un dialogue et nous avons commencé à discuter. Ça, c'est l'expérience de cette personne qui est une professionnelle, personne dure, une professionnelle de la prison. Maintenant, parmi les 4 ou 5, j'en ai qui sont des personnes qui se trouvent là malgré elles dans la prison. Alors, j'avais demandé à l'autorité qui dirige la prison de faire venir un ami qui est chef d'orchestre à Toulon pour organiser une soirée musicale à la prison. Ça m'a été refusé, mais de manière, je dirais, un peu sèche. Puis, je pense que c'est le mot soirée qui les a refroidis. Puis, en tant que guitariste, j'ai proposé de venir avec ma guitare dans le parloir pour jouer de la guitare pendant la demi-heure qui m'est impartie avec chaque personne pour jouer de la guitare. Ça aussi, ça m'a été refusé. Et c'est en cela que je m'adresse à vous, madame. Cette démarche culturelle me paraît extrêmement importante. La prison, c'est un milieu, malheureusement, qui est froid. Les relations sont des relations qui sont très directes. La politesse, je viens en cravate à la prison. Quand les surveillants m'ont vu la première fois en prison, ils ont été surpris de me voir en cravate. J'ai dit pourquoi pas? Pour quelle raison je ne viendrai pas en cravate? Et je continue à venir en cravate. Même les détenus étaient importants, étaient impressionnés. De même, quand le détenu est dirigé vers moi dans le parloir par le surveillant, je lui dis bonjour. Je dis entrez, asseyez-vous. Et non pas j'ouvre la porte et il s'assied comme il veut. Je dis non, vous vous asseyez, voilà, bonjour, on parle. Donc autrement dit, ce lien manque parce que je pense que c'est à la mesure de notre société, nous avons perdu le sens des relations humaines, nous avons perdu un certain nombre de valeurs et que l'on retrouve malheureusement, cette perte se retrouve malheureusement dans les prisons. Autrement dit, le problème, il est grave, mais à l'état de la société. Donc, il me semble qu'il ne faut pas faire d'angélisme. Il faut revenir aux fondamentaux. Il y a des gens qui sont dangereux, qui doivent être enfermés. Il y en a qui le sont moins, qui ont eu des accidents de vie. Cela, il faut davantage peut-être s'appesantir. Mais je crois fondamentalement qu'un des moyens pour aider les gens à renouer avec la société, c'est une véritable politique culturelle à l'intérieur des prisons qui, pour un certain nombre de détenus, pourrait avoir un impact important. Voilà, j'en ai terminé. Ben, je suis tout à fait d'accord, monsieur. Parce que vous m'avez taxé, j'ai bien compris, d'angélisme, mais je ne fais aucun angélisme. Moi, je voudrais qu'il y ait moins de monde en prison, beaucoup moins de monde, que notamment ceux qui n'ont rien à y faire n'y soient pas, comme vous le dites, et qu'il y a des personnes dangereuses et qu'il faille enfermer, nul ne peut le nier. En tout cas, on n'a pas trouvé d'autres solutions. Et quant au lien, moi, je travaille beaucoup avec l'association des visiteurs de prison et je sais l'importance que vous avez pour les détenus. Mais après, là où je suis critique de ce que vous dites, c'est que vous connaissez Toulon-la-Farlède, mais allez donc à Perpignan, à Toulouse-Seyss, à Gradignan, voir les punaises de lit vous tomber sur la tête et les cafards avec, et l'immondice de l'endroit. Je ne pense pas, non, je ne pense pas que l'État fasse son travail là. Je pense que c'est absolument scandaleux d'oser enfermer des gens dans des conditions pareilles. Et pour les magistrats, je dirais que c'est terrifiant de penser qu'on peut envoyer des gens derrière les barreaux sans même avoir visité l'endroit où on les envoie. Après, je ne trouve pas ça angéliste du tout. La prison rend les gens dangereux aussi, hein. Attention. Hein. Moi, si vous m'aviez croisé en détention, j'avais pas le même regard que je peux avoir aujourd'hui. Hein. Parce que c'est un endroit dangereux, il faut être aux aguets, et avant que ce mec avec qui vous parlez là,
puisse baisser sa garde. Il va falloir du temps parce que la vie en prison est un endroit dangereux. On peut mourir en prison à n'importe quel moment. Des bagarres, peut recevoir des coups de couteau, des coups de boîte de thon. Vous savez, on met une boîte de thon dans une chaussette et bim, coup derrière la tête. Donc la prison, c'est un endroit dangereux. Et tu peux devenir dangereux. Et après, on arrive tous en prison à nos dépens. Ouais, beaucoup de suicides. Ouais. 150 par an. Je dis près de 150 par an. Et 250 morts par an en prison. Mais tout est occulté. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un œil en détention pour qu'on voit vraiment tout ce qui s'y passe. Mais si les gens se rendent compte vraiment de ce qui se passe... Si les citoyens s'en préoccupaient plus, peut-être que l'État s'en occuperait mieux. Ça, on est bien d'accord. Mais en Allemagne, pourquoi ils réussissent là où on rate? Pourquoi ils réussissent en Hollande, en Espagne? Pourquoi nous, on rate tellement? On n'est pas si différents. Alors moi, j'ai entendu quelque chose sur... L'Espagne... Pour reparler de la fin de votre intervention sur l'importance de partager des moments aussi artistiques et culturels. Récemment, je discutais avec quelqu'un à Réau, qui est un centre pénitentiaire de l'Île-de-France, et qui me disait, à une époque, les visiteurs de prison, en fait, accompagnaient les personnes sous main de justice dans le cadre de sorties culturelles. Et d'ailleurs, ils nous aidaient beaucoup, parce qu'ils étaient, ils ou elles, visiteurs ou visiteuses, étaient un lien déjà fort entre la détention et l'extérieur, et que dans le cadre d'une autorisation de sortie culturelle pour aller voir un spectacle ou assister à un concert, etc. Et elle me dit, jusqu'à ce qu'il y ait 2 tentatives d'évasion, pas successives, mais enfin la même année, et que certains, excusez-moi, ça me fait rire, c'est pas drôle, certains des visiteurs de prison se retrouvent en garde à vue pour soupçonner de complicité, etc. Bon. Oui, enfin c'est un peu drôle, mais bon voilà. Et du coup, apparemment, ça a calmé tout le monde. Et elle me dit, on est bien embêté maintenant parce qu'il n'y a plus aucun visiteur de prison qui veut jouer ce rôle-là. Or, dans le cadre d'une permission de sortie, il n'y a pas de surveillant. Enfin, si un surveillant accompagne, c'est parce qu'il le veut bien ou parce qu'on le lui demande, mais il n'est pas là. Il est là pour veiller à ce que ça se passe bien, mais normalement, la personne qui a une permission de sortie, elle est censée rentrer à telle heure, elle le sait, etc. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vous, d'être sollicité dans ce cadre-là, mais si vous pouviez relancer l'idée, moi ça m'irait bien, quoi. Parce que je trouvais ça plutôt chouette. Enfin, j'ai appris ça très tard, parce que moi, dans les cadres des permissions de sortie, j'ai toujours vu des conseils d'insertion et de probation, des surveillants, des coordinateurs culturels. Je n'ai jamais vu de visiteurs de prison, et donc j'ai appris récemment qu'à une époque, ça se faisait beaucoup, mais que... Je l'ai proposé exactement par l'aide. Pour l'instant, c'est en discussion. Les accompagner, voilà. Vous allez les emmener où, du coup? Alors, méfiez-vous de la garde à vue. Hein. Surtout avec l'assassin, là. Vous savez, il peut prendre la cavale rapide, lui. Moi, j'ai l'impression que effectivement, c'est très important, tout ce qui est culturel, artistique, mais il y a aussi les projets à faire en groupe et retrouver l'esprit de solidarité en prison, puisque effectivement c'est un lieu où il y a une grande violence qui règne tout le temps, qui menace tout le temps, et de faire un projet artistique à plusieurs et de redécouvrir la solidarité et comment on peut faire confiance à l'autre, s'appuyer sur l'énergie de l'autre et se dire ah oui mais je vais être bien mais parce que l'autre à côté de moi est aussi bien. Enfin c'est réapprendre la solidarité et le faire ensemble aussi. Je trouve que dans les projets artistiques il m'a semblé que c'était quelque chose d'assez fort. Ouais, c'est vrai. J'ai ressenti ça aussi quand on a fait l'album. Au début tout le monde faisait son truc dans son coin. Et puis moi, à chaque fois, je leur disais non, mais en fait, c'est un groupe, il faut que vous fassiez les choses ensemble et tout. Et ça a mis du temps, mais ils ont compris à un moment donné que travailler ensemble, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus productif. Et à la fin, on a eu un vrai groupe qui était complètement cohérent avec ce qu'on voulait faire, quoi. Ils réapprennent tout, en fait. On part sur chaque projet, quand on a une équipe de mecs, on part de zéro et
Et c'est le temps qui fait qu'on arrive à les mettre dans un truc, à les intégrer et à les motiver et jusqu'à ce qu'ils s'accaparent du projet et ça devient le leur. Bonsoir, moi j'ai une petite question sur la réinsertion. Je suis intervenante en médiation animale, donc mon travail à moi c'est de me servir de la présence de l'animal pour faire des ateliers thérapeutiques ou pédagogiques aux personnes en difficulté ou pas d'ailleurs. Et j'ai un projet qui me tient extrêmement à cœur qui impliquera des personnes en détention. C'est un projet qui est coûteux à mettre en place et donc pour lequel je vais avoir besoin de la participation de directeurs de prison et de budget alloué à ça. Moi, je suis convaincue que le projet que je proposerai aura un impact humain et incroyablement positif sur le détenu qui participera à mon atelier. Mais j'aimerais savoir si vous avez des outils peut-être ou des moyens de mesurer l'impact d'une activité sur la réinsertion d'un détenu. Je ne sais pas si ma question a été claire. Alors moi, j'ai très bien compris la question. Okay. On me la pose tous les ans et moi, chaque fois, je leur réponds que, en tout cas pour ma part, mais je pense que les institutions, tout ça, savent le faire. Je leur dis que je ne sais pas juger sur l'humain ce que fait une activité culturelle, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est une demande des institutions, savoir... L'évaluation, la fameuse. Exactement. Moi, je sais pas faire. Je pense que non. Enfin, l'évaluation, de toute façon, là, c'est du qualitatif. Enfin, et puis c'est même un terme que j'aime pas beaucoup. Mais enfin, Dieu merci, les gens ne sont pas pistés toute leur vie. On ne peut pas savoir exactement ce qui se passe après. Et puis c'est, enfin, même quand on mène un projet culturel ou artistique, il s'agit pas de se dire que des personnes vont devenir des comédiens, des metteurs en scène. Enfin, la question est pas forcément là. Ça, c'est le destin de chacun. Après. Moi, l'endroit où j'ai pu vérifier à certaines fois, mais quelquefois d'ailleurs de façon surprenante parce que je ne cherchais pas forcément l'information, mais il existe en fait des associations, enfin pas beaucoup, mais j'en connais certaines, qui sont des chantiers d'insertion et qui travaillent ou dehors, mais en travaillant sur l'insertion à partir des métiers de la culture, notamment les métiers techniques aussi, donc régie son, régie lumière, diffusion, production, voilà. Donc ce sont des associations qui du coup vont accueillir des personnes sous main de justice qu'elles vont avoir, qu'on va leur recommander ou qu'on va leur indiquer parce que ces personnes auront participé à des projets artistiques et culturels et donc auront émis le souhait de mener une formation diplômante ou en tout cas de s'orienter vers ces métiers-là à la sortie. Donc ça, c'est des petits guides qui montrent que oui, certaines personnes vont faire un vrai parcours d'insertion et professionnel via des métiers de la culture. Mais c'est peu de choses, c'est pas du tout institutionnalisé. Il n'y a aucun, à ma connaissance non plus, aucun outil d'évaluation. En détention, vous avez des questionnaires que remplissent les coordinateurs sur combien d'heures d'activité par personne par semaine, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est juste enfin, ça n'a pas d'intérêt. Ça ne raconte pas grand-chose en dehors de mettre des nombres dans des cases. Mais c'est vrai que non, c'est difficile à évaluer. Mais c'est toute la complexité des politiques culturelles, hein, enfin des politiques publiques en général. On vous demande d'évaluer, or il y a des choses qui s'évaluent de mille et une façons et je ne sais pas si ça vous aidera à trouver. Moi, je vous recommande de trouver du financement avant l'évaluation. Bah oui, c'est le but, mais enfin, sans vous engager à une évaluation, ou alors voilà, il faut être convaincant au départ. Voilà, même si on n'a pas de garantie à donner sur. Voilà. Faut attaquer l'action et après évaluer. Voilà. Enfin, je ne sais pas, en l'occurrence, si vous êtes voilà, mais je pense qu'il faut plutôt chercher du soutien dans le fait même de réaliser l'action et être bien convaincu que ça jouera, évidemment. Mais souvent, on rencontre des gens qu'on a pu croiser 5 ans, 6 ans après. Il y a des fois des retours d'expérience qui se font très longtemps après. Voilà. On va prendre une dernière question, il me semble et après on marquera une pause avant la projection de ce film. On vous écoute, madame. Merci pour toutes ces informations, mais moi je voudrais parler de l'autre personne, le surveillant. Vous avez dit qu'il y a un surveillant pour 150 détenus.
Ça, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez prévu ou prévoyez ou vous allez discuter de ce problème? Parce que ça aussi, c'est un problème. La violence entre les détenus aussi. Bon, les conditions doivent bien sûr rajouter à ça pour qu'ils deviennent violents entre eux. Et puis, l'affaire de Colonna, qui a été tué par son détenu, il n'y avait pas de surveillant. Voilà. Où en est cette affaire où ça a été discuté, j'ai vu à l'Assemblée nationale qu'il y a eu une commission. Oui. Mais... J'ai même été interrogée. Voilà. Merci. C'est un problème que je ne cesse de soulever. Et parce que de façon très étonnante, en prison, le personnel, qu'il soit médical ou pénitentiaire, est contingenté selon le nombre de places théoriques et non selon le nombre d'habitants réels de la prison. Ce qui est déjà aberrant. Ensuite, on n'arrive pas à recruter de surveillants. Pourquoi? Parce que le métier est forcément peu plaisant. Il y a un taux d'absentéisme et d'arrêt de travail énorme chez les surveillants. Parce que c'est vraiment un boulot. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai pris l'habitude de parler d'abandon de l'État, à la fois des personnes enfermées, mais des personnes qui les gardent ou qui les soignent. C'est un abandon total. C'est, allez, on bourre les prisons, les hôpitaux psychiatriques, tant pis, il y a de moins en moins de médecins psychiatres, de moins en moins d'infirmiers psychiatriques, mais tant pis, débrouillez-vous. C'est inénarrable quand même quand on pense de se dire que Toulouse 6, quand Toulouse 6 a ouvert, c'était un surveillant pour 50 détenus, et on en est à 1 pour 150. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ces conditions? Imaginez, quand on était à Bordeaux-Gradignan, c'était une après-midi, un gars a mis le feu à sa cellule, il voulait mourir. Il a entraîné avec lui son co-détenu, mais ça aurait été la nuit. Mais alors qu'il n'y a pratiquement pas de surveillants dans les coursives. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Toutes les installations électriques que je vous ai décrites, mais si le feu prend là-dedans, mais je sais pas, tous les jours on frôle la catastrophe. Et le personnel pénitentiaire, il a une vie qui est rendue insupportable par la surpopulation. D'ailleurs, sans trahir de gros secrets, moi je parle énormément avec les syndicats pénitentiaires et tous, ils vous disent que ça n'est plus possible. Madame, si vous voulez, moi j'avais une question. Bonsoir. Alors la toute dernière. Oui, on est dans une société d'image. J'entends qu'il y a certainement des raisons de sécurité pour lesquelles on ne peut pas représenter ou photographier la prison. Pourquoi il n'y a pas de photo de la prison? Moi, par exemple, le cachot, je ne vois pas du tout à quoi ça pourrait représenter, enfin à quoi ça peut ressembler. Mais pourquoi finalement tous ces cafards ne font pas non plus la une? D'abord, ils font parfois la une. Et ensuite, si vous allez sur le site du Contrôle Général, vous allez voir des centaines et des centaines de photos de prisons, de cellules, de cafards, de punaises. Et pourquoi le grand public, finalement, ne les connaît pas, ces photos-là? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'ils s'en fichent, certainement. Moi, quand on a fait la promo de Starak, là, on a voulu aller sur des plateaux télé, même des trucs bien pourris, genre Hanouna et tout ça, parce qu'on devait vendre des disques. Et que ce soit Hanouna, Mouloud Achour ou comment il s'appelle, Barthès chez Quotidien, ils nous ont dit mais non, mais il n'y a pas de polémique là. Donc pourquoi vous voulez qu'on parle de la prison? Donc en fait, ils parleront de la prison que quand il y aura des trucs inutiles. Et quand on veut raconter la prison, quand on sait parler de la prison et témoigner de la prison, ils veulent pas nous écouter. Et donc ça les intéresse pas. Donc ça peut pas intéresser le... C'est pas qu'une indifférence du grand public. Il y a quand même des gens. C'est pas qu'une indifférence du grand public. C'est que déjà les infos, on les a pas forcément. Personne va. Le Commun des Mortels va pas forcément aller tous les jours sur le site de l'État voir vos rapports, Madame. Non, mais c'est juste. Non, c'est pas le site de l'État, c'est notre site à nous, et il est bourré de photos. Enfin, ceux qui s'intéressent à la prison, ils connaissent ce site, ils y vont et ils voient les photos. On va mettre fin donc à cette table ronde parce qu'à 21h, il y a cette projection du film de Valérie Müller, Danser sa peine, et elle se fera en présence du chorégraphe Angelin
Frêle-Jocave. Et puis je vous rappelle qu'il y aura aussi ce festival vis-à-vis la semaine prochaine ici à Château-Vallon. Ce sera du 31 mai au 2 juin. Comme ça, vous pourrez vous aussi découvrir et juger le travail de ces artistes amateurs et professionnels. Il y aura 5 spectacles différents, il me semble, à découvrir la semaine prochaine. Je vous laisse un petit moment donc pour aller boire un verre, aller vous rafraîchir, aller prendre l'air. À 21h la projection. Je vous remercie. Merci.